En regardant les étoiles, on peut se sentir petit, mais en même temps, on se rend compte qu'on est une partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Carl Sagan. Ils sont venus nous chercher au beau milieu de la nuit. Leur vaisseau s'est posé silencieusement dans le champ de maïs derrière la grange et il n'émettait aucune lumière. C'est probablement pour ça que mes parents ne se sont pas réveillés. Et puis, mon père avait passé la soirée à picoler et ses ronflements étaient la seule chose qu'on entendait à l'étage. Franchement, je ne sais pas comment ma mère arrive à dormir à côté d'une moissonneuse-batteuse en pleine récolte. Enfin, je me posais la question jusqu'à ce que j'ouvre le tiroir de sa table de nuit. J'y ai trouvé une dizaine de bouteilles de pilules, mais je me suis promis de ne rien dire à ma sœur. Dove est bien trop sensible pour être en mesure d'encaisser la vérité. Elle préfère vivre dans son monde imaginaire plutôt que d'accepter la triste réalité. Nos parents sont profondément malheureux. Il faut dire que leur histoire n'a rien d'un conte de fées. Mon père a hérité de la ferme familiale alors que ma sœur n'était qu'un bébé. 1 an plus tard, je suis arrivée par surprise et ma naissance a coïncidé avec la plus grande crise économique que notre pays a jamais connue. Mais ce n'était que le début de la fin. Le réchauffement climatique a eu de lourdes conséquences sur l'agriculture et l'année suivante, une sécheresse a détruit toutes les récoltes. Il a fallu des années à mes parents pour se rétablir financièrement, mais en 2024, une tornade est venue ravager l'étable. Mon père n'a eu d'autre choix que de vendre les quelques vaches qui avaient survécu, et cela a brisé le cœur de ma mère. Comme moi, elle a toujours été plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains, et depuis ce sinistre événement, elle ne parle presque plus. Je n'ai donc pas été surprise de trouver du Prozac dans sa chambre, mais cela m'a profondément attristée. J'aime énormément ma mère, même si je suis distante avec elle. Ma sœur, par contre, est constamment accrochée à son cou. Elle est sans conteste sa préférée et ça fait longtemps que je l'ai acceptée. Dove est la perfection incarnée. Elle est gentille, attentionnée et pleine de grâce. Elle a de grands yeux verts magnifiques et ses cheveux blonds sont toujours super lisses. Tout le contraire des miens d'ailleurs. Mes cheveux, eux, se dressent au moindre signe d'humidité comme des soldats prêts pour une révolte. Sans parler de leur couleur, un brun aussi monotone qu'un jour de pluie. Grandir dans l'ombre d'une sœur comme Dove, c'est un peu comme essayer de briller à côté du soleil. Mais je ne lui en veux pas, bien au contraire. Comment pourrais-je, alors qu'elle a le cœur aussi grand que celui de Mère Teresa? C'est peut-être pour cette raison que les êtres sont venus nous chercher. Enfin, je n'en sais rien. L'unique chose dont je suis certaine, c'est que Dove n'a pas hésité à monter à bord de leur vaisseau. Contrairement à moi, ma sœur a l'échine souple et un sourire joyeux flottait sur ses lèvres. De toute évidence, j'étais la seule à avoir le corps électrique, une sensation loin d'être agréable. Chacune de mes cellules était à 2 doigts d'éclater, comme un ballon d'hélium qu'on gonfle trop vite. Paradoxalement, j'avais l'esprit clair comme jamais, et je savais au plus profond de mes entrailles qu'il n'y avait aucune crainte à avoir. Cela ne m'a pas empêché de les interroger avant de poser les pieds sur la passerelle d'embarquement. Mais ils n'ont répondu à aucune de mes questions, ce qui m'a vachement agacée. Je me méfie des étrangers, et il est évident que ces êtres viennent des confins les plus reculés de la galaxie. Leur visage est bleu comme celui des Schtroumpfs, et leur crâne, en forme de poire inversée, est couronné d'un diadème sophistiqué. Une pierre indigo pend délicatement jusqu'au milieu de leur front, comme un pendentif luxueux. Leurs yeux, immenses et noirs, évoquent ceux d'E.T., avec cette lueur à la fois étrange et bienveillante. Quant à leur silhouette filiforme, elle est drapée d'une tunique blanche si impeccable qu'on pourrait croire qu'ils sortent tout juste de la blanchisserie des anges. Je dois admettre qu'ils ont une certaine classe, mais leur mutisme commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Ne méritons-nous pas quelques explications? Ce n'est pas tous les jours que des extraterrestres viennent à la rencontre de pauvres terriens comme nous, et j'aurais aimé connaître leurs motifs. D'un autre côté, il n'y a rien qui me rattache à la Terre. Alors pourquoi ne pas tenter l'aventure? D'aussi loin que je me souvienne, je ne me suis jamais sentie chez moi ici, et toutes mes tentatives d'adaptation ont lamentablement échoué. J'ai fini par croire que je m'étais trompée de planète, et à l'âge de 7 ans, j'ai demandé un télescope pour mon anniversaire. Je voulais retrouver mon clan, mais mes recherches ne m'ont mené nulle part. Pourtant, j'ai toujours pressenti que nous n'étions pas seuls dans l'univers. Mon professeur de sciences m'a même révélé qu'il y a plus de 2000 milliards de galaxies dans notre univers et 200 trilliards d'étoiles. Oui, 200 trilliards d'étoiles. Ça fait 23 zéros après le 2.
Il faut être complètement chauve des neurones pour croire qu'il n'y a pas d'autre espèce intelligente ailleurs que sur notre petite planète. Mais chaque fois que j'essayais d'en parler à mes parents, je récoltais des commentaires sceptiques. Il faut croire qu'ils sont plutôt terre à terre et que les questions existentielles et philosophiques ne les intéressent pas. Heureusement, ma sœur est plus ouverte d'esprit. Au fil des années, plusieurs discussions m'ont permis de garder espoir. Mais la réalité dépasse de loin tout ce que j'ai pu imaginer. À l'intérieur du vaisseau, la verdure est omniprésente, transformant l'espace en une véritable oasis spatiale. Des lianes argentées serpentent le long des parois de verre, tandis que des fleurs luminescentes éclatent en une myriade de couleurs vives. L'air est imprégné d'un parfum délicat, mélange subtil de jasmin et de menthe, qui contraste agréablement avec l'idée que je me faisais d'un engin intergalactique froid et stérile. Cette vision me rappelle le jardin botanique de Montréal, que j'avais visité lors d'une sortie scolaire. À l'époque, j'avais été fascinée par les sculptures végétales en forme d'animaux et de créatures mythiques. Mais ici, dans la salle des commandes, les œuvres botaniques défient toute comparaison. Des arbres miniatures aux feuilles cristallines flottent gracieusement dans les airs, tournoyant lentement comme s'ils dansaient au rythme d'une musique silencieuse. Des sculptures de plantes exotiques prennent vie à notre approche, déployant leurs pétales dans un ballet synchronisé. Je reste bouche bée devant ce spectacle féerique, les yeux écarquillés comme ceux d'un enfant devant son premier feu d'artifice. Comment est-ce possible que de simples plantes puissent défier la gravité et s'animer de la sorte? Ma curiosité est piquée au vif et mon esprit scientifique cherche désespérément une explication rationnelle. Incapable de contenir mes questions plus longtemps, je me tourne vers celui que j'ai surnommé Andromède, un nom inspiré de la constellation, pour son allure majestueuse et mystérieuse. J'ignore si c'est véritablement leur chef, mais tout chez lui le désigne comme tel. Il est le plus grand du groupe, une silhouette élancée qui dépasse facilement les 2 mètres. Sa tunique immaculée est rehaussée de fils dorés, dessinant des motifs complexes qui scintillent à la lumière ambiante, un détail qui ne manque pas d'attirer mon attention et de renforcer mon hypothèse sur son statut supérieur. Ses lèvres fines commencent à bouger lentement, comme s'il pesait chaque mot. Mon cœur s'emballe à l'idée qu'il va enfin répondre à toutes les questions qui se bousculent dans mon esprit. Est-ce que les plantes flottantes sont un phénomène naturel sur leur planète? Utilisent-ils une technologie avancée que nous, simples terriens, ne pouvons même pas concevoir? Je me prépare à recevoir une révélation, mais au moment où je crois entendre les premiers mots, je comprends avec un pincement de déception que je me suis laissé emporter par mes espoirs. Aucun son ne sort de sa bouche. D'un geste à la fois autoritaire et élégant, il nous fait signe à Dove et moi de rejoindre les autres sur le pont principal. Ce n'est qu'à ce moment-là que je réalise que nous ne sommes pas les seuls humains à bord du vaisseau et ma sœur semble le découvrir en même temps que moi. Avec l'enthousiasme d'une gamine, le matin de Noël, elle se dirige vers la fontaine qui trône au centre du pont. Une vingtaine d'ados sont assis en cercle sur le sol translucide, leurs voix joyeuses résonnant dans l'air. Leur diversité saute aux yeux. Des peaux d'ébène, d'ivoire, d'ambre et de bronze, reflétant des origines variées. On aperçoit des traits distincts, certains avec des yeux en amande, d'autres au visage anguleux ou aux pommettes hautes, évoquant des régions du monde aussi éloignées que l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud. Leurs tenues aussi racontent des histoires, des saris colorés, des jeans usés, des t-shirts à messages et des robes légères. Les êtres bleus ont clairement parcouru la planète avant de venir nous chercher. Pourtant, un trait nous unit tous. Nous parlons tous français, comme si nos hôtes avaient choisi une langue commune pour faciliter les échanges. Une fille à la peau aussi claire que Dove engage rapidement la conversation avec ma sœur, mais moi, je préfère prendre le temps de scruter mon environnement. Ce vaisseau est vraiment gigantesque, bien plus grand que ce que j'aurais imaginé. De l'extérieur, il ne paraissait pas plus grand qu'une petite maison, mais une fois à l'intérieur, c'est comme si les lois de la physique n'avaient plus cours. Je lève les yeux et compte les étages qui se superposent au-dessus de nous. Des colonnes de cristal entourées de lierre argenté semblent s'élever à l'infini à travers les niveaux, créant un effet vertigineux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bien ça, 8 étages. Et si l'on s'amuse à faire pivoter le 8 de 45 degrés, on obtient le symbole de l'infini. Mon intuition était juste, comme toujours. Soudain, mon attention est captée par un détail au loin. Un ascenseur aux inscriptions lumineuses gravées sur la porte.
Les symboles scintillants semblent presque vivants, pulsant au rythme d'une lumière intérieure, ce qui éveille ma curiosité. Je me promets de m'y attarder plus tard. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de retourner dans la salle des commandes. Les êtres bleus sont absorbés par leurs tâches complexes, se déplaçant avec une grâce éthérée parmi leurs diverses activités. Cette concentration générale me permet de poursuivre mon exploration en toute discrétion. Mes yeux se posent sur des dizaines d'écrans luminescents, incrustés dans les parois du vaisseau, qui diffusent des informations et des images flottantes. Ces écrans sont dispersés autour des arbres miniatures qui flottent mystérieusement au-dessus du sol. Dépourvus de racines visibles, ces arbres semblent pourtant vivants, comme en témoigne la sève luminescente qui serpente à travers leurs troncs. Cette découverte me laisse perplexe et m'incite à tenter une expérience pour mieux comprendre ce phénomène inconnu. Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? En touchant l'arbre, une sensation inexplicable envahit mon bras. Il semble être aspiré et englouti par l'écorce. Une étrange fusion s'opère, comme si mes cellules se mélangeaient à la matière vivante de l'arbre. C'est une expérience déconcertante, presque mystique, me donnant l'impression que je suis en train de me fondre dans une réalité totalement différente. La chaleur diffuse et l'intensité de la connexion me font frissonner. Un cri d'effroi s'échappe involontairement de ma bouche, attirant l'attention des êtres autour de moi. Zut! La mine sévère, le bras droit d'Andromède abandonne son poste et s'avance vers moi. Comment pourrais-je le surnommer, celui-là? Je crois que je vais l'appeler Zeus, car ses grands yeux noirs me foudroient avec une intensité qui rappelle celle des éclairs. Pourtant, je n'ai rien fait de mal. Je cherche simplement à comprendre si tout cela est réel, mais j'ai l'impression que je lui casse les pieds. Je prends une profonde inspiration tout en lui lançant un regard de défi. Je ne veux pas vous embêter, mais si vous désirez que je reste tranquille, je vous conseille de répondre à mes questions. Un sourire contrit apparaît sur son visage bleu, signe qu'il comprend ce que je dis. Malgré cela, il demeure silencieux. Je ne relâche pas la pression et j'insiste. Où nous emmenez-vous? Son doigt effilé désigne l'une des sculptures végétales flottantes. Je pousse un grognement d'exaspération. Ce n'est pas exactement ce que j'appelle une réponse. Mon expression revêche semble l'amuser. Avec ses grands yeux, il me signale d'observer plus attentivement. La sculpture, d'un bleu-gris pâle, est ronde comme une pomme et tourne lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme un cadran céleste silencieux. Je me trouve idiote de ne pas avoir saisi avant. En m'approchant de la sculpture, je découvre une immense tache rouge en son centre. Voilà donc notre destination, Jupiter. Mon cerveau se tord comme un pretzel. Des millions de kilomètres séparent cette planète de la Terre. Si mes calculs sont bons, nous devrions y arriver dans environ 5 ans, mais Zeus secoue la tête. Il ne manquait plus que ça. « Vous lisez mes pensées » m'exclamai-je, un brin sur la défensive. Ce même sourire contrit se dessine sur son visage, mais je n'y prête guère attention. Le vaisseau vient de décoller et j'ai fait l'erreur de jeter un coup d'œil par le hublot. On se déplace à une vitesse folle. La Terre est désormais réduite à la taille d'un pois chiche. Une vague de nausée m'envahit alors que je sens le monde tourner autour de moi. Vacillante, je me traîne jusqu'à la fontaine et m'effondre sur le sol translucide. Dove éclate de rire. Les êtres nous avaient prévenus, mais tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Au fait, je vous présente ma sœur, lance-t-elle joyeusement à ses nouveaux copains. Évidemment, il ne lui a fallu que quelques minutes pour se faire des amis. Tentant de préserver un semblant de dignité, je me redresse sur les coudes et les salue d'un simple hochement de tête. Mais cela semble insuffisant. Un gars aux cheveux noirs et aux yeux bridés me demande mon nom. Evodia, je réponds avec un petit sourire forcé. Salut Evodia, moi c'est Son et lui Kaito. J'observe ce dernier et conclus rapidement que c'est son frère. Même regard en amande, même chevelure d'ébène. À mon grand désespoir, Son poursuit les présentations. J'ai toujours eu du mal à retenir les noms, mais je n'oublie jamais un visage. Celui de la fille qui bavarde avec Dove, mais étrangement familier. Ses yeux émeraudes, ses pommettes saillantes et sa chevelure dorée lui donnent des airs d'Ukrainienne, mais je sais qu'elle est québécoise. Elle porte une élégante robe cache-cœur rouge à pois qui contraste cruellement avec mon apparence négligée. J'ai opté pour un jogging et un t-shirt particulièrement ample. Plate comme une planche à pain, je fais tout pour éviter d'attirer l'attention sur ma poitrine inexistante. « Qu'est-ce que tu fais sur ce vaisseau ?» Je l'interroge d'un ton farouche. « J'en sais rien », répond-elle en haussant les épaules. « Ils sont venus me chercher juste avant vous. »« Tu connais Juliette ?» s'étonne ma sœur. Je pousse un soupir découragé. Malgré son ouverture d'esprit, Dove ne s'est jamais intéressée à la politique, et il faut croire qu'elle n'est pas la seule.
Personne n'a l'air de se douter que Juliette est la fille du premier ministre. Pourtant, son visage est familier à bien des égards. Elle a figuré dans de nombreux spots publicitaires, mais ce n'est pas grâce à son talent qu'elle a décroché ses rôles. Tout le monde connaît Madame Parfaite, marmonnai-je en pensant à cette pub où Juliette vantait un shampoing miracle pour des cheveux soyeux, avec ce sourire impeccable qui m'agace tant. Mais dis-moi, est-ce que ton père sait que tu es ici? Ma question la trouble, ses yeux verts se détournent, évitant mon regard. Je ne voulais pas être rude, mais l'idée que certains obtiennent des passe-droits me reste en travers de la gorge. Après un silence tendu, elle finit par m'avouer qu'il est en voyage d'affaires. C'est la première fois que je la vois triste. À la télé, elle est toujours d'une humeur radieuse, affichant cet air de petite fille modèle qui me tombe royalement sur les nerfs. Pour être honnête, elle me fait penser à ma sœur, mais comme nous n'avons aucun lien de sang, je me donne le droit de lui faire la gueule. Ignorant ma froideur, elle m'interroge à son tour. « Où crois-tu que nous allons? Je t'ai vu parler avec l'un d'eux et je me demande si tu as réussi à lui tirer les verres du nez. Ces êtres ne sont pas très loquaces. » « C'est le moins qu'on puisse dire, » je m'exclame. Mais j'ai cru comprendre que nous nous dirigeons vers Jupiter. Un silence de plomb tombe alors que tous les yeux se braquent sur moi. Je sens mes joues s'enflammer. Sur Terre, les gens me jugeaient constamment et je déteste cette sensation d'être scrutée comme si j'avais dit quelque chose de déplacé. Je sais ce que vous vous dites. Jupiter est à des millions de kilomètres de la Terre, mais selon Zeus, le voyage ne prendra pas 5 ans. Qui est Zeus? Lance le gars qui est assis aux côtés de Son et Kaito. Contrairement aux frères japonais, ses cheveux sont blonds et il semble avoir égaré sa tête dans une prise de courant. Je lui explique que c'est le surnom que j'ai donné au commandant en second. Il trouve cela amusant, alors je poursuis. Leur chef, c'est Andromède. Il y a également Nébulus, Apollon, Pandora et Vénus. Son sourire s'étire davantage, révélant des dents d'un blanc éclatant qui lui aurait valu une place de choix dans une pub de dentifrice. « Dis donc, tu ne manques pas d'imagination » s'exclame-t-il. C'est que j'ai toujours été fascinée par l'espace. Comme nous tous, et c'est ce qui nous unit, affirme-t-il avec enthousiasme. Je n'en suis pas si sûre. Mis à part ma sœur, je n'ai jamais rencontré de terrien qui s'intéressait réellement à l'astronomie. Mon air sceptique l'amène à renchérir. Pendant que tu étais avec Zeus, j'ai pris le temps d'interroger tout le monde, et il se trouve que nous partageons tous cette passion pour l'espace. Chacun de nous a sa propre manière de l'explorer, que ce soit par les livres, les films ou même les simulations spatiales. Pour ma part, je rêve de voyager dans les étoiles depuis mon enfance. Ma curiosité appâtée, je lui propose de poursuivre cette discussion en privé. Contrairement à Dove, j'apprécie les échanges avec les gens seulement lorsque je peux en retirer quelque chose d'enrichissant, et je pressens qu'il détient beaucoup d'infos. Depuis que le vaisseau a atterri dans le champ de maïs, des dizaines de questions tourbillonnent dans ma tête, et je déteste rester dans le flou. De façon peu élégante, je me traîne jusqu'à lui et lui demande de me rappeler son nom. « C'est Jacob, mais tu peux m'appeler Sirius si tu veux », suggère-t-il avec une joie débordante. J'accepte, trouvant que ce surnom lui va à ravir. Après le soleil, Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel, et il s'avère qu'il a le sourire le plus étincelant qui soit. Alors, tu crois que c'est parce que nous nous intéressons au cosmos que les êtres sont venus nous chercher? Ça me paraît logique, non? Ils n'auraient jamais ouvert la porte de leur vaisseau à quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à son nombril. Je jette un coup d'œil à Juliette, mais je décide de garder ma réflexion pour moi. Si je suis pour vivre sur ce vaisseau pendant quelques mois, il serait plus sage de m'en faire une alliée. C'est évident. Et entre nous, je n'aurais jamais cru que les vaisseaux spatiaux ressemblaient à ça. J'imaginais quelque chose de plus métallique, avec des tôles et des boulons. Je m'étais fait la même idée, mais il faut dire que nous sommes influencés par les images qu'on nous montre à la télé. Nous continuons à échanger et je découvre rapidement qu'il est aussi bavard qu'une pie sur le speed. Il me raconte qu'il est originaire de Montréal, mais qu'il s'est récemment loué un appart à Saint-Sauveur, attiré par le charme des montagnes. C'est là, au sommet de l'une d'elles, que les êtres sont venus le chercher. Il faisait du camping avec un ami et c'est en sortant de sa tente pour se soulager qu'il a aperçu le vaisseau s'approcher. Son copain pourtant ne s'est jamais réveillé. « Tu es certain que tu as tout essayé pour le tirer du sommeil ?» Je lui demande, un brin sceptique. Affirmatif. Je lui ai même versé une bouteille d'eau sur la figure, mais rien n'y a fait. Son se joint à notre discussion et nous informe que ses parents ne se sont pas réveillés non plus. Je fronce les sourcils. C'est vraiment étrange. Je commence à croire que c'est exactement ce que les êtres souhaitaient. Peut-être leur ont-ils jeté un sort, propose Son.
C'est une possibilité, concède Sirius. Je suis presque sûre qu'ils ont des pouvoirs paranormaux. Depuis que je suis à bord du vaisseau, je les observe et je suis convaincue qu'ils communiquent par télépathie. Je hoche la tête. J'ai surpris Zeus à lire mes pensées. J'en étais sûre, et ça expliquerait pourquoi ils ne répondent pas à nos questions. Enfin, je crois qu'ils nous répondent, mais nous n'arrivons pas à les entendre. Je pousse un soupir. C'est agaçant, vous ne trouvez pas? Ça l'est, mais d'un autre côté, ça me donne espoir. Peut-être saurons-nous faire de même lorsque nous serons sur Jupiter. Ce serait génial, s'exclame Son aux anges. J'ai toujours rêvé d'avoir des pouvoirs magiques. Je pousse un second soupir. Il me paraît gentil ce garçon, mais il est évident qu'il ne remportera jamais le prix Nobel. Ce ne sont pas des pouvoirs magiques, mais psychiques, rectifiai-je sèchement. La magie, c'est pour les gamins, et il serait temps que tu grandisses un peu. Je regrette aussitôt mes paroles, me mordant la lèvre inférieure. J'ai la fâcheuse tendance à dire tout ce qui me passe par la tête, ce qui ne m'a pas rendu très populaire à l'école. Les élèves me fuyaient comme la peste, et si ce n'avait été de Dove, j'aurais dîné toute seule dans mon coin. Mais comme ma sœur a grand cœur, elle me permettait de m'asseoir à sa table avec ses copines. Ça rassurait nos parents de savoir que je faisais partie de la bande, même si, en réalité, personne ne m'adressait la parole. Mais ça ne me dérangeait pas, au contraire. Je pouvais lire sans être continuellement interrompue, ce qui m'a permis d'accumuler un nombre impressionnant de connaissances pendant mes années d'études. Il faut dire que j'ai un cerveau particulier. Il a constamment besoin d'être nourri et il emmagasine les données avec une facilité déconcertante. Soudain, la voix de Son m'extirpe de mes réflexions. « Dis donc, Dove, ta sœur est vraiment la plus grande rabat-joie que j'ai jamais rencontrée. »« Ne lui en veux pas, me défend-elle. Evodia a le syndrome d'Asperger. Elle n'est pas très à l'aise dans les interactions sociales, mais elle a d'autres qualités qui la rendent unique et attachante. » Pff, il ne manquait plus que ça. Les joues en feu, je bondis sur mes pieds, mais je suis prise de vertige. Je n'ai d'autre choix que de me rasseoir, lançant un regard furieux à ma sœur. Depuis qu'elle est tombée sur une revue traitant d'autisme, elle s'est mise en tête que je suis concernée. Selon elle, ça expliquerait pourquoi j'ai autant de difficultés à me faire des amis, alors que la réalité est tout autre. Enfin, il est vrai que je manque de doigté dans les relations sociales, mais la raison pour laquelle je préfère être seule, c'est parce que les jeunes de mon âge manquent cruellement de profondeur. Ils aiment parler de choses futiles et il n'y a rien qui m'agace autant. Et ce qui est encore pire, c'est que je suis incapable de mentir. Voilà pourquoi je dis toujours ce que je pense. C'est plus fort que moi, je ne peux tout simplement pas jouer la comédie. Je te rappelle que tu n'es pas psy, dis-je à Dove d'un ton outré. C'est vrai, il n'empêche que je suis certaine de ce que j'avance. Mais ne t'en fais pas, Evodia. Ici, personne ne te juge. Ouais, c'est ça, grommela-je. D'aussi loin que je me souvienne, les gens m'ont toujours rejeté et je ne verrai pas pourquoi ce serait différent cette fois. Mais Sirius affirme que ma sœur a raison, semant le doute dans mon esprit. J'examine de nouveau le groupe. Juliette et Son sont absorbées dans une discussion animée sur la possibilité de vie sur Mars et les deux filles près de Dove se joignent à eux. Je sonde ma mémoire, mais je n'arrive pas à me souvenir de leurs prénoms. Je décide donc de les baptiser Cassiopée et Stella. Cette dernière, avec sa coupe à la garçonne audacieuse, attire particulièrement mon attention. Ce qui me fait penser qu'elle pourrait être française, c'est le petit foulard en soie qu'elle porte autour du cou et son accent raffiné. Quant à Cassiopée, elle semble plutôt venir d'une région où l'on privilégie les styles extravagants, comme peut-être l'Italie ou l'Espagne. Ses cheveux sont colorés de manière spectaculaire, rouge cerise d'un côté et noir corbeau de l'autre. Cette excentricité m'encourage à poursuivre mon observation. Mon regard se pose alors sur un gars assis à l'écart, ses yeux trahissant une curiosité discrète mais persistante. Je me décide à me lever pour aller le voir. Alléluia, j'ai moins le vertige, signe que mon corps commence à s'adapter à mon nouvel environnement. Je m'assois en face de lui, cherchant comment engager la conversation. Il me semble qu'il a un nom pas possible. Je crois que c'est Jeremy James ou quelque chose dans le genre. Avec son crâne rasé et sa posture en tailleur, il me fait penser à un moine en méditation. Ses yeux brillent d'un éclat orangé, ce qui me donne l'envie irrépressible de lui attribuer un nom plus exotique. « Ça te dérange si je t'appelle Arcturus ?» lançai-je. « Si cela peut te faire plaisir », accepte-t-il avec un sourire bienveillant. « Après tout, nous commençons une nouvelle vie, alors pourquoi ne pas changer de prénom ?» En revanche, je dois dire que le tien me plaît beaucoup. Evodia, c'est un prénom rare qui porte une certaine élégance et une touche de mystère. Je fais fi du compliment, ne sachant jamais vraiment quoi répondre à ce genre de commentaires. « Alors, tu crois réellement qu'une nouvelle vie nous attend ?»
Peut-être ne faisons-nous qu'un simple aller-retour. Ça m'étonnerait, rétorque-t-il d'une voix assurée. Vraiment? Pourquoi? Parce que je les entends dans ma tête. Je tressaille, ce jeune homme devient de plus en plus intriguant. C'est vrai, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont désolés pour nous. Je fronce les sourcils. Comment ça, désolé? Qu'est-ce que cela signifie? J'en sais rien, mais dis-moi, as-tu eu la chance de dire au revoir à tes parents? Non, et toi? Non, et j'aurais aimé pouvoir le faire, surtout maintenant que je sais que je ne les reverrai plus jamais. Une boule d'anxiété se forme dans mon ventre. Je n'avais pas envisagé cette possibilité, sinon je ne serais jamais montée à bord du vaisseau. Je jette un regard inquiet à Dove. Elle discute joyeusement avec Juliette et son visage radieux accentue encore plus mon malaise. Es-tu sûr de ce que tu avances? J'interroge Arcturus, essayant de cacher l'agitation dans ma voix. Si, malheureusement, acquiesce-t-il avec gravité. Une immense colère s'embrase en moi. Je me lève brusquement, bien décidée à confronter Andromède, mais je n'ai pas le temps de me rendre à la salle des commandes. Pandora et Vénus s'approchent de notre groupe. C'est la première fois que je vois une émotion sur leur visage aux traits féminins. Elles semblent très accablées et cela renforce mes inquiétudes. En panique, je demande à Arcturus ce qui se passe et il m'informe qu'on les envoie en mission. Elles sont chargées de nous conduire à la salle de cinéma, chuchote-t-il. Il y a une salle de cinéma sur le vaisseau? Apparemment. D'un geste gracieux, Pandora et Vénus nous font signe de nous lever, mettant fin aux différentes conversations. Il y a quelque chose de noble dans leur manière d'être, une sorte de beauté qui inspire le respect. En silence, elles nous escortent jusqu'à une vaste salle en forme d'œuf. Un écran translucide couvre le mur du fond, alors qu'une multitude de sièges flotte au-dessus du sol. À ma grande surprise, je réalise que nous ne sommes pas le seul groupe d'êtres humains à bord du vaisseau. Des dizaines de jeunes sont confortablement installés dans les fauteuils inclinables, et une fébrilité palpable imprègne l'atmosphère. Je peux la ressentir contre ma peau, comme si mon corps était une éponge absorbant les énergies environnantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'évite les foules. Dove me jette un coup d'œil inquiet et je lui renvoie un sourire rassurant. Ça va aller. Et si jamais le son est trop fort? On peut dire que ma sœur me connaît bien. En plus d'être une éponge, j'ai une hypersensibilité sensorielle. Je perçois tout ce qui entre dans mon champ de conscience avec une intensité désarmante et je tombe rapidement en surcharge. Pour cette raison, j'ai souvent besoin de m'isoler. C'est la seule manière que j'ai trouvé d'apaiser mon système nerveux. J'ai des bouchons dans mes poches, je lui avoue. Malgré cela, je décide de m'asseoir dans la dernière rangée, au cas où je devrais quitter la salle. Arcturus et Sirius s'installent à mes côtés. Pas étonnant, j'ai toujours eu plus de facilité avec les gars qu'avec les filles. De son côté, Dove rejoint Juliette, mais la voilà qui m'épie. « Ça va aller », dis-je de nouveau. Elle m'envoie un bec soufflé, ce qui m'arrache un sourire. Malgré nos différences, elle a toujours été adorable avec moi, voire un brin protectrice. C'est plutôt gentil de sa part. Au fil des années, elle aurait eu bien des raisons de m'abandonner à mon triste sort, mais cela ne lui a jamais traversé l'esprit. Elle est bien trop pure pour ça. Tu as de la chance que ta sœur t'accompagne, lance Arcturus. Mon frère, lui, n'a pas pu monter sur le vaisseau. Les êtres ont dit que son nom ne se trouvait pas dans le livre. Dans le livre? Il hoche la tête, son coco rasé s'inclinant vers l'avant. Il semble qu'il existe un registre dans lequel est inscrit le prénom de tous ceux qui doivent être sauvés. Un frisson me parcourt. Sauvés? Mais de quoi? De la destruction. Il prononce ces mots avec un détachement troublant, comme s'il était complètement déconnecté de ses émotions. Les miennes, en revanche, s'agitent au fond de ma poitrine. Je cherche du réconfort auprès de Sirius, mais il est blanc comme un cadavre. Devant nos mines déconfites, Arcturus tente de se rattraper. « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien pour nous », ajoute-t-il en essayant de sourire de manière rassurante. D'un geste amical, il pose sa main sur la mienne, mais je la repousse en grimaçant. Je déteste qu'on me touche sans ma permission, et il se confond en excuses. J'ai beau lui répéter qu'il n'a rien fait de mal, il s'en veut toujours autant. C'est curieux. Il y a un instant, je croyais que les émotions lui étaient étrangères, alors que là, il semble s'écrouler sous leur poids. J'ai toujours eu du mal à comprendre les êtres humains, mais son comportement me déstabilise complètement. Serait-il sujet à des troubles bipolaires? Ma tante Déliska, la sœur de ma mère, en souffrait, en plus de sa schizophrénie. Son comportement était souvent imprévisible, passant de l'euphorie à la dépression en un clin d'œil.
Finalement, elle avait terminé à l'asile, incapable de gérer ses émotions sans aide. Cette pensée me fait frissonner. Soudain, les lumières s'éteignent et la projection commence. Dans la salle, les vibrations chutent brutalement alors que les images qu'on voit apparaître à l'écran me glacent d'horreur. Arturus avait raison. Les ténèbres se sont abattues sur la Terre et la situation est encore plus catastrophique que ce que l'on pourrait imaginer, surpassant même l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi diable les êtres ont-ils jugé bon nous montrer de telles atrocités? Les images défilent avec une intensité poignante. Des hommes perdent complètement la raison, comme si des démons avaient pris possession de leur corps. Les grandes villes sont plongées dans le chaos. Certains mettent le feu aux maisons et aux commerces, tandis que d'autres s'entretuent pour un morceau de pain. Les âmes courageuses qui tentent de protéger les plus vulnérables se font abattre par des militaires qui envahissent les rues. Une force invisible semble les contrôler à distance, transformant les villes en de véritables champs de bataille. Les rares familles qui réussissent à survivre fuient vers la campagne, espérant y trouver un refuge. Malheureusement, la situation n'est guère mieux là-bas. Les femmes pleurent la mort de leurs enfants, les ressources sont épuisées et le désespoir imprègne l'air. La nature est également déchaînée, avec des cataclysmes en série ravageant le monde. Je ne peux m'empêcher de songer au reportage que j'ai vu sur la crise du verglas qui a frappé le Québec en 1998. C'est l'une des pires catastrophes naturelles que notre pays ait jamais affrontées, avec des dizaines de milliers de sinistrés. Mais cette situation semble anodine si je la compare aux images apocalyptiques qui défilent à l'écran. Partout sur la planète, les volcans se réveillent et des tsunamis engloutissent des villes entières. C'est exactement l'idée que je me suis toujours faite du déluge de Noé. Bien sûr, lorsque j'en parlais à mes parents, ils affirmaient que ce n'était qu'une légende, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas un mythe. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de chercher un moyen de construire une arche pour les secourir. Il n'est pas question que je les laisse crever. Mais soudain, un grondement assourdissant éclate, faisant trembler la salle tout entière. Le choc est si violent que mes lèvres frémissent et involontairement, je laisse échapper une réplique du film La planète des singes. Ils les ont fait sauter leurs bombes. Pétrifiée par cette vision, je ferme les yeux avec force, tentant désespérément d'échapper à cette réalité cauchemardesque. Mes doigts se pressent contre mes oreilles dans une vaine tentative de bloquer le vacarme infernal qui remplit la pièce. Dans mon esprit, une prière lancinante résonne. Que quelqu'un vienne me réveiller de ce cauchemar terrifiant.